Vous êtes sur Diar TV International et c'est l'heure du grand journal, la rétrospective de la semaine, une édition co-présentée par deux avec Bernida Sitou. Bonsoir Bernida. Bonsoir Christine. Les titres de ce journal. Oui, l'actualité de la semaine a été entre autres marquée par les réactions des organisations de la société civile et du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique suite à l'agression d'un jeune homme à la Matiette. Nous reviendrons aussi sur la candidature de Michel Mboussingouari qui a été invalidée par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars prochains. Enfin, la Société Énergie électrique du Congo entreprend des travaux en vue de procéder autant que faire se peut à la réparation des dégâts après l'incendie du transformateur électrique de Kisundi. Votre fidélité à la chaîne du bassin du Congo nous rassure. Bienvenue dans ce journal. Nous vous avons montré lundi le reportage réalisé à l'école primaire de Ngania. Cette école primaire située dans le district de Lombo compte plus de 100 élèves et n'est animée que par un enseignant titulaire. Ajouté à cela, le manque de matériel didactique comme difficulté. C'est un sujet de reportage de Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba. Murs rénovés, portes renforcées, toitures gardant l'architecture coloniale, nous sommes bien à l'école primaire de Ngania-Tsongo, construite depuis l'époque coloniale. Existante depuis 99 ans, cette école, qui a 2 bâtiments avec une capacité de 4 salles pédagogiques, fonctionne avec des classes multigrades. CP1, CP2, CE1 et C. Les jeunes sont encore dans la cour. Les filles jouent au nzango, le petit prince et son frère écrivent des voyelles. La cloche sonne, ils vont bientôt intégrer les salles de classe. Armand Ibarra encadre les CE1 et CP2. Cette classe multigrade a 43 élèves. Freddy Nkwa, directeur, a quant à lui la responsabilité des élèves du niveau SEM1 et SEM2. Ils sont 21 au total. Et au CEP 2021, il présentera 5 candidats, contrairement à l'année dernière où il avait 12 candidats. Quant au CP1 et CP2, malgré leur présence dans la salle, ils n'ont pas eu droit aux enseignements par manque de maîtres. Emmanuel Ikama, le prestataire, ne s'est pas présenté. Il est difficile pour Freddy Nkwa de mieux préparer les cours. C'est le fonctionnaire, c'est moi qui vous parle, le directeur. Les restes sont les prestataires qui viennent se mettre comme ça. Il y a beaucoup de difficultés sur les manuels scolaires. Nous avions ce qui est comme les documents capitaux, les livres programmes, qui est parfois utilisé qu'une seule école, dans une école comme ça, il n'y a qu'un livre programme, mais les enseignants toujours des difficultés pour préparer les cours. Donc on doit en avoir que chaque enseignant en moins peut-être son livre programme pour préparer des cours comme ça. Et sans ça, il y a d'autres difficultés. À l'entrée de l'établissement, une pancarte renseignant sur la cantine scolaire. Malheureusement, il ne s'applique plus. Comme on est arrivé ici à Ngania depuis l'année passée, l'IPHD ne fonctionnait plus. C'est pratiquement 3 ans que ça ne fonctionne pas. Certainement que l'année passée, on nous avait peut-être rappelé pour un séminaire à Gamboma que les écoles qui étaient tenues par l'IPHD, d'autres seraient prises par le PAB. Et nous étions participés à un séminaire. Bon, malheureusement, jusqu'alors, l'enquête n'est pas encore faite. On avait l'espoir sur cela. L'école n'a pas de mât, donc difficile pour les tout-petits de participer à la cérémonie de levée de couleur. Par manque de bureaux, quelques matériels didactiques faisant fonctionner l'école sont gardés dans la classe de SEM1 et SEM2. Le directeur n'a même pas une maison digne de son rang. C'est dans celle-ci, placée au fond de la cour, qu'il loge. Toutes nos félicitations et tous nos encouragements au doctorant congolais Inestin Amouna de la faculté des sciences et techniques de l'université Marien Ngouabi qui a été décoré par le laboratoire Didier Raoul de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille pour son implication dans la recherche des tests de dépistage en masse du coronavirus aux Français. La cérémonie de remise de ces distinctions honorifiques s'est déroulée lundi dernier à Brazzaville, comme quoi le meilleur est toujours à venir. Témoin de l'événement, Irma Okonziou.
technique de l'université Marien-Ngouabi vient d'être honoré par le laboratoire Didier Raoul de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. C'est un patron inscrit en biologie et qui a bénéficié d'une bourse de la coopération franco-congolaise, fait ses recherches sur les microbes qui passent de l'animal à l'homme, tels que Ebola et le Covid-19. Dans le cadre des travaux de recherche de sa thèse, Inestin a contribué en masse aux Français dès l'apparition de cette pandémie au début du mois de mars jusqu'en juin 2020. Grâce à son implication et à son dévouement, cet institut lui a décerné la médaille et le diplôme d'honneur. Une fierté pour ce doctorant qui interpelle les autres à s'impliquer davantage dans le travail. Pour ces encadreurs de thèse et même le doyen de cette faculté, c'est un grand honneur pour ce jeune homme des sciences et techniques. Par la même occasion, ils ont exhorté les autres étudiants à s'inspirer de leurs collègues. Parlons un peu de cette vidéo qui a fait la une des réseaux sociaux, mais qui a attiré l'attention de notre rédaction, Bernida. Oui, Christy, nos téléspectateurs vont le voir. Il s'agit des images d'un jeune homme d'un certain âge victime d'une agression à la machette. La scène se passe au quartier Massengo. Aux dernières nouvelles, on signalerait que la victime, que nombreux prenaient pour morte, a été admise dans un hôpital où sa vie est hors de danger. Les organisations de la société civile ont dénoncé mardi dernier cet acte d'un autre âge dont les faits sont prévus et punis par la loi. Regardez. La scène s'est déroulée à Massengo en fin de journée la semaine dernière. Un groupe de jeunes dit bébés noirs agressant un autre jeune attrapé dans la rue. Ce jeune habillé en pantalon blanc va être traîné dans leur mouvement avant que celui-ci ne tombe et reçoive les coups de machette. Alors qu'il est à terre, ses bourreaux vont l'abandonner. Pour bien l'achever. Cet événement bien triste se déroule en plein air au vu au su de tous, certains préférant filmer que d'appeler la police. Ces images prises par téléphone par les témoins montrent bien la cruauté de l'action. Bras grièvement amochés, même la tête est touchée. La scène a laissé plus d'un sans voix. Les acteurs de la société civile, eux, sont montés au créneau et demandent une fois de plus la sécurité des personnes et de leurs biens. Le phénomène de bébé noir est en train de décimer les quartiers, de créer, si vous voulez, cette peur au niveau des villes. Il faut évidemment que la question soit posée aux responsables de ce secteur. La sécurité est assurée par des personnes. Ces personnes-là doivent nous dire pourquoi le phénomène n'est pas réglé. Nous sommes simplement la société civile ou bien les populations. Nous demandons la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsque des jeunes prennent des machettes et qui commencent à couper un individu, un citoyen de la République, cela va au-delà de toute stupeur. Ce sont les images que nous avons vues pendant le génocide au Rwanda. C'est incroyable. Le directeur exécutif de l'Observatoire congolais de droits de l'homme, Trésor Ndila, lui demande une étude approfondie de ce phénomène sociétal. La solution, ce n'est pas d'exécuter ces jeunes en public, ce n'est pas de les torturer. La solution, c'est de prendre ces jeunes et les mettre devant les institutions habilitées. Posons-nous la question, pourquoi, qu'est-ce qui anime ces jeunes? C'est un phénomène sociétal. Il faut étudier ce phénomène. Si au départ, on découvre que c'est l'oisiveté, ces jeunes sont sans emploi, sans issue, et qu'à cause de ça, ils se livrent à de tels actes, mais l'État doit aussi prendre ses responsabilités.
Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Presque par miracle, le jeune agressé a pu survivre de cette ignoble agression. Interrogé à ce sujet, le directeur général de l'éducation civique a apporté quelques réponses. Pour Jean-Pierre Maïnga, l'ouverture du centre de rééducation de Louvakou et l'implication de tous les acteurs serait une piste de solution pour éradiquer ce phénomène. Écoutons-le. C'est des actes barbares, c'est des actes ignobles. On ne peut pas aujourd'hui, vous savez, moi c'est comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas aujourd'hui donner gratuitement la mort à des personnes, des paisibles citoyens. Déjà le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'emploie à faire que la paix règne dans le pays. Donc les populations se sentent en sécurité. On ne peut pas encourager ce genre d'actes au niveau de notre pays, non. Et d'ailleurs la politique du gouvernement dans ce cadre voudrait que les maisons d'éducation des jeunes soient encore réhabilitées. Le cas par exemple de la maison de Louvakou. C'est pour ça justement que, conscient de cela, que le gouvernement s'emploie à cela. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que cet acte-là c'est vraiment un acte à féliciter. Non, au contraire, c'est un acte à condamner fermement avec la dernière énergie. Nous travaillons dans l'intellect. C'est la conscientisation au niveau du ministère de la Jeunesse. Nous prêchons. Donc, nous prêchons par le bon exemple, par l'éducation. Mais notre travail ne peut porter de fruits que lorsque toutes les couches s'impliquent. C'est un travail de transversalité parce qu'il faut associer là-dessus les pouvoirs publics, disons les confessions religieuses, la famille, et toutes les sensibilités nationales. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique peut faire un travail d'éducation, de formation, mais devant certains actes qui nécessitent la coercition, il faut bien qu'il y ait l'implication de la force publique, qu'il y ait la justice qui intervienne, il faut bien qu'il y ait la famille qui intervienne, il faut bien qu'il y ait les organisations qui interviennent. Donc, une fois unies toutes ces couches, unies toutes ces forces-là unies, sûr que ce problème-là sera plus ou moins éradiqué, sinon trouvera donc une solution. Et puis ces chiffres très révélateurs, la République du Congo enregistre près de 100 cas de cancer de l'enfant, a-t-on appris de notre reporter Armand Nsonza qui a pris part au Focus organisé cette semaine à Brazzaville à l'occasion de la Journée internationale des cancers de l'enfant. Suivez. Selon les statistiques, dans le monde, le cancer de l'enfant représente 5 à 10% de tous les cancers. En France, on note 1700 cas par année et au Congo, nous sommes à près de 100 cas de cancer de l'enfant. La maladie reste très mortelle avec un taux de guérison inférieur à 10%. Face à ce tableau triste, la situation est très préoccupante à tel point qu'il faut prendre des initiatives au plus haut niveau pour essayer de mettre des stratégies et politiques de la prise en charge de l'enfant. Car il y a trop d'enfants qui meurent des cancers et il faut absolument inverser la tendance. À Makele, depuis 2010, des patients atteints du cancer. Et la directrice de cet hôpital, le docteur Annick Berthe Ndawana Mikolo, souhaite que les actions de dépistage soient renforcées au sein de sa structure avec l'acquisition du nouveau matériel plus adéquat. Cette année, l'hôpital de référence de Makele se présente aujourd'hui comme une structure pilote pour devenir un centre de prise en charge complète du cancer avec l'appui de la tutelle. Madame la ministre, chers invités, ayant dit cela, nous comptons sur vous pour que désormais les médicaments, un laboratoire complet, un service de radiothérapie, un scanner et tout ce qui accompagne cette prise en charge soient mis à notre disposition. L'acquisition d'un laboratoire bien équipé, un service de radiologie et d'imagerie médicale avec scanner et radiothérapie, un service de réanimation polyvalente et un service de soins intensifs pour les enfants sont donc nécessaires. Ce qui est aussi important à souligner, c'est que l'hôpital de référence de Makele est le premier hôpital au Congo à avoir un cancérologue et un oncologue médical, le docteur Régis Karim Tila.
Conscient de la gravité de la maladie, la patronne du département de la santé, Jacqueline Lydia Mikolo, a donné les assurances de l'action gouvernementale pour résoudre ce problème. Pour le gouvernement, le fonctionnement optimal du programme national de lutte contre les cancers constitue une avancée significative dans le dépistage précoce de toutes les formes de cancer. En nous accueillant aujourd'hui, vous, médecins oncologues et autres agents de santé de l'hôpital de Makele-Kele, venez de prendre un engagement solennel de mettre en place une unité de prise en charge moins onéreuse pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Santé, continuera à vous appuyer et à poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers multilatéraux et bilatéraux pour l'acquisition des anticancéraux pédiatriques moins agressifs et tolérants. Plusieurs partenaires de santé sont prêts à accompagner l'action du gouvernement dans la prise en charge des personnes atteintes du cancer. Le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée a réagi cette semaine suite à la décision du ministère des Sports et de l'Éducation physique sur l'annulation de la tenue de l'Assemblée générale élective de la FECOJUDA au cours de la conférence de presse animée lundi à Brazzaville. Marien Ikama a maintenu l'Assemblée générale élective en date du 17 février. On voit tout cela dans ce reportage de Evra Tikasumba et Gervais Bouaka. Prévu ce 17 février, l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo et discipline associée est annulée conformément à la circulaire numéro 0192 du 12 février 2021 du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une décision qui ne reçoit pas l'assentiment du président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Marien Ikama. Ce dernier, au cours de la conférence de presse animée lundi à Brazzaville, rejette en bloc cette décision du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Marien Ikama persiste et signe l'Assemblée générale élective se tiendra bel et bien le 17 février. Le ministre nous a demandé d'annuler l'Assemblée générale élective. Donc moi je vous confirme ici qu'il y aura Assemblée générale parce que ce que le ministère est en train de faire, c'est... Je ne sais pas s'il faut politiser le judo, je ne sais pas. Nous allons travailler avec les recommandations de la Fédération internationale de judo et de l'UIH. Le ministre, c'est notre partenaire. Donc il peut être d'accord ou pas. Mais il ne nous impose pas. Parce que la loi l'interdit. Ceci dit, le bras de fer entre Marien Ikama et le ministère des Sports est à nouveau relancé. Un bras de fer sur les conditions de la tenue de l'Assemblée générale élective. Selon le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le rapport d'étape des missions confiées au comité de normalisation en vue de la tenue de la dite Assemblée n'a pas été déposé au cadre du ministère des Sports. Quoi qu'il en soit, c'est le statu quo au judo. La semaine qui vient de s'écouler, la rédaction de DRTV a braqué ses projecteurs sur cette espèce d'arbre fruitier de taille moyenne dont les fruits et feuilles offrent de nombreuses vertus de santé. Il s'agit du goyavier qui, on va dire, se fait de plus en plus rare à Brazzaville et méconnu de certains citoyens, surtout des plus jeunes et tout petits. C'est un reportage d'Auguste Bonazébi. Le goyavier est un arbre fruitier qui a fait le bonheur et les délices de nombreuses personnes, dans les tout-petits qui affectionnaient ces fruits sucrés et juteux. Mais de nos jours, cet arbre aux fruits succulents, appelé goyave, se fait de plus en plus rare à Brazzaville, au point où certaines personnes, surtout les plus jeunes, méconnaissent ces fruits. Pour retrouver un goyavier, il nous a fallu parcourir une dizaine de kilomètres environ. Et c'est dans une parcelle, un filou dans le 7e arrondissement de Brazzaville, que l'on a pu le dénicher. Ici, l'on témoigne de ses vertus médicinales.
Des propos que confirme M. Monkessi François, coordonnateur par intérim du PRONAR, Programme national d'afforestation et de reboisement. Le goyavier, c'est un arbre fruitier. Avant, quand on était petit, c'est un arbre qu'on trouvait presque sur une parcelle sur deux, vous avez cet arbre. Et même quand on allait en campagne, vous allez voir, dans nos villages, il y avait toujours le goyavier. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire cette route de Kinkala et même vers la zone nord, vers 45, vous trouvez que l'espèce tente à disparaître. C'est vrai, l'espèce tente à disparaître. Et donc, des efforts devraient être entrepris pour sauvegarder cette espèce qui a des vertus considérables. Le goyavier est un arbre fruitier originaire de l'Amérique tropicale. On peut extraire de ses baies sucrées ou goyaves du jus. Les visiteurs des toilettes publiques construites à proximité de la préfecture de Brazzaville à hauteur de l'arrêt de bus du boulevard Alfred Raoul l'ont certainement déjà remarqué. Oui, des bidets et portes de ces toilettes publiques, tout comme ceux se trouvant en face des ministères des enseignements, ont été emportés aux heures du couvre-feu par des personnes non identifiées. Voyez ce reportage de Vincent de Poil-Koubemba. Œuvre des élus du Parlement départemental, les toilettes publiques construites pour appuyer le slogan « Brazzaville, ville propre, mieux ville émergente » subissent des actes de vandalisme. Nous sommes en face de la préfecture de Brazzaville. Ce lieu de mixtion a vu ces 5 bidets et portes emportés dans la nuit de mardi à mercredi. Face à la préfecture, je me suis dit, bon, que je fasse mixtion, nous avons les toilettes publiques, la volonté de la mairie de Brazzaville. Mais à ma grande surprise, il y a eu un inconnu, un intrus, qui a opéré la nuit en plein couvre-feu, qui a tout volé sur les 6 toilettes, qu'il ne reste qu'un seul WC, et les 2 portes sont parties. Bon, on se pose la question, quelle est cette canaille? Quel est cet acte d'incivisme, la barbarie, ce que le chef de l'État condamne? On a mis à votre disposition les toilettes publiques. Mais c'est encore le peuple congolais qui se met à tout arracher par canaille. Bon. Nous, on se pose la question, nous, intellectuels, qu'on est leaders depuis, on se dit, mais où va le Congo? Un peu plus loin, en face du ministère des enseignements primaires et techniques, une bande d'inciviques avait déjà dicté leur loi. Des actes qui étonnent Magntsonde dit Lumumba. On constate par manque de citoyenneté des actes d'incivisme tels que vous venez de le dire. Est-ce que cela est sérieux pour un pays sérieux? Je ne pense pas. Parce que tel qu'on fait comme ça se passe aux heures du couvre-feu. Tout le monde est chez lui ou chez soi. Mais les Brazzavillois de mauvaise foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent évidemment tout ce qui peut évidemment conquérir au bien. Est-ce que vous voyez? Et donc, en face de ces toilettes, il y a la préfecture de Brazzaville. Derrière, il y a l'ambassade de la Libye. De l'autre côté, dans la nuit, il y a des bouchons. Après le pont Centenaire, il y a un commissariat. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Si aider les Brazzavillois à ne plus faire mixtion derrière les pieds d'un arbre et contre le mur d'autrui, au vu et au su de tous, était la vision de la mairie, ces efforts se sont avérés inutiles au regard des actes perpétrés par les citoyens inciviques qui veulent d'une chose et son contraire. Bidets et portes emportées, c'est ce que l'on a pu constater au niveau des toilettes placées en face de la préfecture et au ministère des enseignements. Celle située a été transformée en un dépôt de conservation des chaises et autres ustensiles de cuisine, signalant que bon nombre de ces toilettes n'ont jamais été inaugurées. Et dans le cadre du partenariat public-privé, la gestion de ces toilettes avait été confiée aux gérants privés. En République du Congo, il y aura 7 candidats à l'élection du 21 mars prochain. La Cour constitutionnelle a publié la liste définitive des candidats mercredi. Parmi les 8 qui avaient déposé leur candidature, un seul candidat a été exclu pour manque de certains documents tels que le certificat médical. Le point avec Donald de Goma. Michel Mboussingwari, out de l'élection du président de et pour cause,
Considérons que si le dossier de candidature présenté par M. Moussi Michel comprend certaines des pièces énumérées ci-dessus, il manque cependant le certificat médical et la déclaration de moralité fiscale. Considérant outre que la signature apposée par M. Moussi Michel au bas de sa déclaration de candidature ne correspond pas au spécimen qu'il a produit au dossier. Considérant que toutes ces insuffisances attestent que M. Moussi Michel a présenté son dossier de candidature au mépris des dispositions impératives des articles 66 de la Constitution et 48 nouveaux de la loi électorale. Que son dossier de candidature n'est dès lors pas valable, qu'il y a en conséquence lieu de le rejeter. Le président de cette institution a cependant confirmé la candidature des autres candidats. Il s'agit de celle de M. Denis Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait Kolela, Mathias Nzon, Albert Onyangue, Joseph Kinyumi Kiambungu, Ufrem Dav Mafula et Angios Ngangia Engambe. L'opinion nationale et internationale est désormais fixée sur les 7 candidats qui prendront officiellement part à la course à l'élection du président de la République qui, comme on le sait, aura lieu le 21 mars prochain. Dans la suite de ce 24/7, le SOS de cette famille qui multiplie les stratégies pour faire face aux charges médicales de leur fils Metom Kirambia, âgé de 29 ans, victime d'une attaque à main armée et qui est admis au CHU de Brazzaville voici près de 2 semaines. On en parle avec David Martial Moussa et Aude Varese d'Abira. Nombreux l'ont pris pour mort, mais Metom Kirambia a survécu à ses blessures. Cela fait près de 2 semaines qu'il est sous traitement au CHU de Brazzaville, plus précisément au service de traumatologie. Dieu a fait grâce, il est en vie, il est à l'hôpital. Il va un peu bien par rapport au premier jour. Metom Kirambia se remet peu à peu de son état de choc grâce à l'implication de sa famille et des médecins. Non, pour le moment, la famille se bat seule. Je suis le représentant du chef de la famille qui est à Djombala. Nous sommes en train de faire des cotisations. Donc on met des 10 000, on met des 20 000 et tout. Donc c'est la famille qui se bat seule. Malgré leur bonne volonté de vouloir sauver leur frère, la famille est aujourd'hui essoufflée car limitée par les moyens, d'où ce SOS. L'enfant a été attaqué, c'est un innocent, il ne connaît rien, il est en vie. Donc nous demandons de l'aide à toute personne de bonne volonté, de bon cœur, de venir nous aider parce que nous avons d'autres soins à faire. Il y a le scanner, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fondations. Venez nous aider parce que là, à l'hôpital, il y a beaucoup des ordonnances qui tombent comme la pluie. Âgé de 29 ans, Metom Kirambia a été victime d'une attaque à main armée par un groupe de jeunes non identifiés. La scène se serait produite entre les quartiers lycée Thomas Sankara et Kazis au même jour de son arrivée à Brazzaville. Dieu m'étonne, de Santinan, est un vendeur et exerce son activité entre Brazzaville et Ektaba, localité située sur la nationale numéro 2. Kinshunzi, Kingwari et Barrage ont été plongés dans le noir après une panne géante d'électricité jeudi. Plusieurs usagers ont été privés de courant à cause de l'incendie qui s'est déclaré au poste transformateur alimentant ces quartiers du 1er arrondissement Makelekele. Regardez. La fumée perceptible sous les ouvertures du bâtiment du poste transformateur EKRC Kinshunzi. Les agents de la protection civile en action, l'heure est à la maîtrise de l'incendie qui s'est déclaré ce vendredi en ce lieu. – 11h30. Bon, en réalité, c'est des actes à déplorer. J'ai vécu l'événement, c'est le laisser aller de l'État. Ils prennent des décisions sans mesure d'accompagnement. C'est juste, on a un site où abriter
l'ex-société ex-Kisundi. Il y avait des structures administratives, dont la gendarmerie et la police. Au moment où ils ont délogé la police et la gendarmerie, les gars se sont acharnés sur le démantèlement des bâtiments de l'usine. Et ce matin, j'étais à côté, dans l'endroit même, en train de discuter avec les gens. Et on a vu des gars en groupe, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Du coup, à quelques mètres, c'est un bruit fracassant. Ça fait un retour au niveau là où nous sommes du transport. Et voilà le transport après feu. Des curieux, impuissants, n'ont eu que des yeux pour regarder la scène. Encore certains témoins, ce poste alimente plusieurs quartiers. Kinsundi, Kingwari et Barrage. Roch Diamassamba, qui a appelé le 117, salue la promptitude des sapeurs-pompiers. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils se sont rendus compte. Ils ne pouvaient pas automatiquement agir. Parce que le courant et l'eau, ça ne tient pas. L'eau étant un bon conducteur d'électricité, il fallait prendre les appels. Les gens de EKRC ont mis aussi leurs mains à la pâte et appelé la direction. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est une zone. Maintenant, ils ont un tour de contrôle. Il fallait qu'on isole d'abord depuis là-bas. Dès qu'on a eu le cutus, on a isolé. Voilà, les sapeurs-pompiers se sont mis à l'œuvre. Plus de peur que de mal, l'incendie n'a pas occasionné des pertes en vies humaines, plutôt des dégâts matériels considérables. C'est le transport qui conduit l'électricité au niveau du barrage. Donc la ligne barrage est pour l'instant paralysée. Ce qui, du coup, la partie sud de Brazzaville, je pense qu'il s'unit Makele Environnement, sera privée jusqu'à réparation de l'électricité et la fourniture d'eau. Informés par les caissiers de l'agence de Kinsundi située à proximité du transformateur, quelques techniciens EKRC sont arrivés sur le lieu pour s'imprégner de la situation. Devant ce sinistre, nombreuses sont les populations qui s'interrogent combien de temps resteront-elles dans l'obscurité. Depuis quelques semaines déjà, le quartier ne dispose plus de poste de police. Celui implanté dans l'enceinte de l'usine étant déjà délocalisé. L'obscurité profitera aux inciviques qui sont habitués à perpétrer des actes de vandalisme. Retenez qu'au lendemain de cet incendie qui s'est invité au poste transformateur d'énergie électrique du Congo de Kisundi, les techniciens de cette société ont procédé à la réparation des dégâts. Vincent de Paul Koubemba était sur place. 24 heures après l'incident, au poste transformateur de Kisundi, la Société énergie électrique du Congo passe à l'action pour rétablir l'électricité. Armel Ibarambimbi sur les dégâts. Les installations qui sont touchées, c'est donc toutes les installations qui sont en aval, donc à la tension 6600, les deux cellules départ 6600 et la cellule arrivée 6600, donc de protection du transformateur, dont les protections ne pouvaient plus fonctionner vu les dégâts occasionnés au départ, et aussi un certain nombre d'accessoires que vous avez pu constater dans le poste, donc les protections qui ont subi donc l'effet de la chaleur et qui sont quasiment irrécupérables. L'incident est parti d'ici, où les populations à la recherche du cuivre ont donné un coup fatal sous ce câble qui a fait un retour à la source. Donc hier en matinée, nous avons donc connu un incident ici qui a été causé par le fait de personnes malveillantes qui étaient donc en train de rechercher des câbles en cuivre. Et ils avaient commencé leur sale besogne au préalable en sectionnant un certain nombre de câbles qui servent donc à la protection du transformateur qui est derrière nous. Et ensuite, ils ont continué à l'extérieur des installations pour pouvoir donc récupérer le câble qui longe la route qui passe devant le poste. Et c'est pendant la fouille qu'ils étaient en train d'entreprendre qu'il y a eu un court-circuit sur un câble moyenne tension, la tension 6600. Et c'est ce câble-là qui alimente tous ces quartiers, tous les postes qui sont dans ce quartier aujourd'hui privés d'électricité. Et faute de protection au niveau du poste de la sous-station ici, l'incendie s'est déclaré et a été entretenu par l'électricité. Et c'est les protections à distance qui ont donc dû couper à partir donc de nos installations en amont
Mais entre-temps, le feu s'étant déclaré a continué à brûler nos installations jusqu'à ce que vous ayez constaté tous ces dégâts enregistrés. Les techniciens s'attellent à réparer les cellules de réception et départ de l'énergie vers les autres postes. Dans l'enceinte, plusieurs câbles ont été sectionnés, réduisant ainsi les efforts de la société. En toutes circonstances comme celle-ci, nous adressons toujours des plaintes. Vous vous souviendrez que pendant la période de confinement, nous avions eu à déplorer ce genre d'actes, notamment du côté de Mbouono, où un transformateur avait été vandalisé, et aussi du côté de la Bled, où les gens s'étaient raccordés illicitement et entraîné des pannes de transfo. Et effectivement, nous allons introduire des plaintes contre X pour que les autorités compétentes puissent faire le travail de rechercher ces malfrats. Cet poste stratégique a reconnu le directeur d'exploitation de EKRC. Mais la durée des travaux dépend de la disponibilité des matériaux de remplacement. Entre-temps, les populations doivent prendre leur mal en patience et supporter cette période d'obscurité jusqu'à la fin des travaux. Et puis la deuxième sortie nord de Brazzaville se trouve dans un état de dégradation très avancé, Bernida. Oui, Christy, on signale, vous vous en doutez, de réelles difficultés de circulation sur ce tronçon. Les chauffeurs et populations riveraines en font de gorge chaude. Le constat de David Marcel Moussa et Gervais Mbouaka. Alors que les stigmates laissés par la grande érosion de Ngamakosso sont loin d'être effacés, la population de Ngamakosso et usagers de la deuxième sortie nord font face à une seconde difficulté. Il s'agit en effet de cette voie qui connaît une dégradation avancée à hauteur de l'arrêt église, soit à quelques 300-400 mètres du site de l'érosion traitée. Situation qui influe négativement sur la fluidité du transport sur ce tronçon, causant quelquefois des embouteillages monstres. C'est pas la peine. C'est pas la peine vraiment. Et le lac qui s'y est créé devient en quelque sorte un piège pour certains conducteurs imprudents. C'est le cas de ce gros véhicule coincé au milieu de la chaussée. À en croire les riverains, c'est depuis 5 ans qu'ils sont victimes de ce phénomène causé par le ruissellement des eaux de pluie et l'ensablement, ajouté à cela le manque de canalisation. Nous souffrons ici en tout cas. Tous les jours, il suffit qu'il pleut, surtout que la route était mal faite. Ça, c'était mal fait. Même la route n'était pas inaugurée par le chef de l'État, c'est que les travaux ont été bâclés. Donc nous déplorons jusqu'à... Ça fait même 5 ans de cela, nous souffrons ici. Il y a des accidents qui se produisent ici. Nous souhaitons que l'État vienne voir lui-même toucher du doigt et arranger. Les gens circulent, ceux de Ngamakosso, est ou l'ouest, donc ce n'est que par cette voie qu'on passe. Pour l'un des vieux habitants du quartier qui a vécu la construction de cette voie, la solution de cette situation ne passe que par la construction d'une ceinture de sécurisation de la voie. D'ailleurs, il avait même proposé aux ingénieurs chargés de l'exécution des travaux. Lorsqu'on construisait cette route-là, moi j'étais ici, là, ça veut dire que les engins pour la construction de cette route-là étaient posés ici. Là, je leur ai dit que pour sécuriser la route-là, il faudrait qu'il y ait une ceinture. Je leur ai proposé de faire un collecteur pour traîner les eaux jusqu'en bas là-bas, pour sécuriser la route. Quand il pleut, toutes les rues ici entraînent le sable. Même si l'on fait, il faudrait qu'il y ait une ceinture par là-bas pour essayer de diminuer un peu le sable qui passe par là. C'est ça. Victimes à répétition, certains riverains ont érigé des digues sur certaines ruelles, question de lutter contre les eaux et l'ensablement. Enfin, des nouvelles du chef de l'État avant de refermer ce 24/7. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé tour à tour à la pose des premières pierres de travaux de construction de la raffinerie Atlantique Pétrochimie de Fouta et des travaux d'extension de la centrale à gaz de Ndieno avant de procéder à la visite du grand marché de Pointe-Noire. Les détails en notre édition de lundi qui sera présentée par vous, Christine Mathiona. Oui, Bernida, merci Bernida et merci à nos fidèles téléspectateurs d'avoir suivi cette édition, une édition co-présentée par deux. Portez-vous bien surtout, Bernida, mission accomplie. Mission accomplie pour ce soir. Au revoir et portez-vous bien.
reste de Dire TV avec Evra Tikasuba. Bonsoir Evra. Bonsoir Chrissy. À la une, Evra, cette information sur l'électrification de la ville de Lekana lors de la visite du chef de l'État dans les plateaux. L'info a fait l'exclusivité des journaux, mais on commence avec Polele qui titre « Les plateaux connectés au réseau électrique national, la vie de Lekana se modernise ». Oui, justement Chrissy, le confrère ouvre son article en reprenant les propos du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, lors de la cérémonie de mise en service officielle de l'électricité à Lekana, disant, je cite, « Comme il y a 3 ans à Mayeye, le 14 juillet 2018 dans l'Alekumu, comme il y a 2 ans à Abala, le 12 juin 2019, et comme il y a 6 mois récemment à Ngoni, le 17 août 2020, dans les départements des plateaux, nous voici aujourd'hui à Lekana pour la cérémonie de mise en service de l'électricité de cette localité. Suivant l'itinéraire du grand projet de l'électrification rurale, tel un effet de mode, des villes secondaires s'illuminent en série d'un département à l'autre au grand bonheur des populations. Fait de citation. La semaine africaine qui est revenue sur cette information a écrit « Électrification des communautés urbaines, une ligne de 33 kV et Lekana s'éclaire ». La consort parle du séjour du chef de l'État dans les plateaux et écrit « Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a passé 2 jours dans les plateaux où il a entre autres activités procédé samedi 13 février 2021 à la mise officielle sous tension de la ligne électrique Diambala-Lekana qui permet aux habitants de Lekana, mais aussi à ceux de Ngolunkwila de vivre enfin dans la lumière. La semaine africaine poursuit et écrit en sous-titre de cet article « La ligne électrique Diambala-Lekana ». C'est une ligne THT longue de 48 km ayant une dérivation de 2,400 km sur Ngolenkila et d'une capacité de 33 kV à en croire le ministre Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire. Elle fait partie des 9 composantes du grand projet d'électrification et de l'arrière-pays financé en partenariat avec Ex-Bank of India, dont le coût global est évalué à 69,4 millions de dollars américains. Le patriote, lui, est revenu sur le caractère même de la visite du président de la République à l'intérieur du pays. Denis Sassou Nguesso chez les Ngati, toujours populaire. C'est justement la manchette du journal dans sa parution du 15 février 2021. Oui, un article à lire à la page 3 de sa dernière livraison. Le confrère écrit « Denis Sassou Nguesso, une popularité inoxydable ». D'après le patriote, élu président de la République au scrutin du 20 mars 2016, on croyait que la popularité de Denis Sassou Nguesso allait prendre un coup fatal à 1 mois et 6 jours de la présidentielle de mars 2021 à la suite des flèches décochées par les évêques du Congo. Ces dernières sorties à Brazzaville, Diambala et à Lekana dans le département des Plateaux ont plutôt prouvé le contraire à en croire ce journal. Le confrère renchérit, on a vu des populations enthousiastes et heureuses de l'accueillir en train de l'ovationner frénétiquement partout où il est passé. Selon le patriote, cette attitude de la population montre bien que le leadership ne se décrète pas et que faveur du plus grand nombre dépend du crédit dont dispose une personne connue et appréciée par le peuple. Denis Sassou Nguesso est apprécié positivement par son peuple. Il est comme le vin. Plus un vin vieillit, plus il se bonifie et attire les consommateurs, affirmait un sage Batiki. Élection présidentielle 2021, cette candidature validée par la Cour constitutionnelle, c'est le titre du quotidien Les Dépêches de Brazzaville au lendemain de l'audience publique de la Cour constitutionnelle. Justement, au cours de son audience publique organisée le 17 février à Brazzaville, Chrissy, sous la présidence d'Auguste Iloki, la Cour constitutionnelle a validé 7 candidatures sur les 8 présentées par la Direction générale des affaires électorales, relate ce quotidien qui poursuit. Seule la candidature de Michel Mboussingwari a été invalidée par la Cour constitutionnelle au motif que 2 pièces manquaient au dossier, notamment le certificat médical et la déclaration de moralité fiscale. De même, les membres de la Cour constitutionnelle ont constaté l'incohérence entre la signature apposée au bas de la déclaration de candidature et le spécimen de celle produite au dossier. Les Dépêches de Brazzaville récapitulent cependant en disant « Les 7 autres candidatures validées par la Cour constitutionnelle sont les dossiers de Denis Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait Kolela, Mathias Nzon, Albert Onyangue,
Joseph Kinyumbu Kiambungu, Dave Ufrem Mafula et Ongios Ngongia Engambi. Poursuivons cette revue de presse avec le journal Polélé Polélé qui s'interroge communiqué de la Coordination nationale de gestion de la pandémie. Meeting populaire autorisé. Le coronavirus prend-il sa pause ou une stratégie d'un coup KO au premier tour? Oui, c'est officiel. Pendant la campagne présidentielle pour l'élection président de la République, le 21 mars prochain, les rassemblements de personnes sont autorisés dont le nombre n'a pas été défini, renseigne Polélé Polélé. Et la suite, le confrère s'interroge, oui, l'épidémie avec son virus va-t-elle marquer une pause pendant cette période? Le confrère répond en même temps, la décision a été annoncée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Thierry Lézin Mungala, à l'occasion de la 16e réunion de la coordination de gestion de la pandémie du coronavirus le 11 février dernier. Polélé Polélé poursuit et s'interroge encore. Alors, si les meetings populaires sont autorisés, pouvons-nous comprendre qu'à cette période, le coronavirus va prendre une pause ou c'est une stratégie du gouvernement pour son coup KO au premier tour, tel qu'annoncé par les fans du candidat Sassou? Tikas, pour boucler la boucle, on va prendre ce titre de la griffe qui renchérit. Le gouvernement autorise les rassemblements en période de campagne électorale. Oui, c'est un article donc à lire à la dernière page de ce journal. Cet hebdomadaire se réfère au compte rendu de la réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19 au Congo et rapporte le port obligatoire et conforme du masque de protection par chaque personne participant à un rassemblement à caractère politique, la mise à la disposition de tous les participants des solutions hydroalcooliques désinfectantes par les organisateurs des rassemblements, l'organisation sur des espaces ouverts, le respect autant que possible de la distanciation physique entre les participants à un rassemblement. Voilà, Chrissy, ce qui était prévu pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Eva Tikasumba, pour toutes ces précisions. Et c'est par ici que nous bouclons cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.